Allô, oui, vous êtes en direct. Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, je vous appelle de Pluton. Une communication en direct à 5 milliards de kilomètres d'ici? Sérieux? Mais c'est pour quand? Salut les impatients, les communications longue distance, très longue distance, on parle là de millions de milliards de kilomètres, ça existe. C'est le cas de la sonde Voyager 1 lancée en 1977. C'est l'année de ma naissance. Elle est aujourd'hui à 22 milliards de kilomètres de la Terre et continue à communiquer avec nous. Comment? Grâce à des ondes radio, des ondes électromagnétiques qui se déplacent à la vitesse de la lumière, dans le presque vide spatial. Et contrairement à la lumière, qui est un autre type d'onde électromagnétique, les ondes radio, elles, traversent les nuages. C'est super pratique. Bon après, ça fait pas tout, il faut encore capter les messages très atténués qui nous arrivent du fin fond du système solaire. Pour ça, on utilise d'énormes antennes déployées en réseau sur Terre. C'est le cas du Deep Space Network, par exemple de la NASA, ou du réseau européen ESTRAC. Ces antennes mesurent en moyenne 30 mètres de diamètre. C'est la longueur d'un terrain de basket. Les sondes interplanétaires ont aussi des antennes paraboliques. Elles sont toujours pointées vers le centre de la Terre. C'est d'ailleurs souvent l'élément le plus gros du satellite. Alors évidemment, à cette distance-là, les débits sont pas extraordinaires. Si vous vous plaignez souvent à la maison que votre film est long à télécharger, là on est de l'ordre de quelques bits par seconde. À titre de comparaison, en orbite basse, beaucoup plus proche de la Terre, on atteint des débits de l'ordre de 1 à 2 milliards de bits par seconde. Ça a donc rien à voir. Quand la sonde New Horizons a survolé Pluton, elle a d'abord envoyé une image basse définition légère pour satisfaire notre curiosité. Ce n'est qu'après qu'elle a envoyé de bien meilleures images. Elles ont mis 1 an à nous parvenir. Dans les agences spatiales, on réfléchit continuellement à améliorer ces communications. Par exemple, ici au CNES, on travaille sur plusieurs pistes, parmi lesquelles un nouveau type d'antenne. Salut Dominique. Bonjour Sylvain. Alors c'est quoi cet endroit dans lequel on est? C'est une chambre anéchoïde dans laquelle on mesure toutes les antennes du CNES, les antennes pour les missions actuelles, pour les missions futures, et on a des absorbants au mur pour éviter qu'il y ait des réflexions des ondes électromagnétiques sur ces murs. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait au CNES pour améliorer ces communications dans l'espace? Alors pour améliorer les communications dans l'espace, on travaille sur plusieurs domaines, et en particulier sur les antennes. On essaye de développer de nouveaux concepts qui sont plus performants et qui permettent de s'adapter plus facilement à des petites plateformes. En particulier, on développe ces concepts d'antennes plates qui peuvent être mises sur le corps du satellite au lancement et ensuite qui se déplient en orbite et qui ont des performances qui sont exceptionnelles. Il y a certaines d'entre elles qui ont été utilisées, je crois, dans le cadre de la mission InSight en 2018. Voilà, le JPL a développé un même type d'antenne et on lancé en même temps que la mission InSight de façon à avoir des communications quasi directes lors de l'atterrissage de la sonde. Alors, est-ce qu'il existe d'autres systèmes, d'autres moyens d'améliorer ces communications dans l'espace? Oui, il en existe d'autres. On peut jouer aussi sur l'amplification. Et on travaille aussi en interne du CNES sur des nouveaux types d'amplificateurs qui permettent d'avoir une meilleure performance à la fois en dégagement de chaleur, en performance d'amplification, mais aussi en consommation électrique. Et c'est quoi ça? Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien ça, c'est peut-être l'avenir des communications spatiales. Les lasers, une technologie optique et non plus radio, où les antennes deviennent des télescopes. Alors Julien, est-ce que les télécommunications par laser dans l'espace, ça fonctionne? Oui, alors la technique de communication par laser, elle est assez éprouvée au sol, notamment à travers les fibres optiques. C'est ce qu'on utilise dans les box Internet, par exemple. Et par rapport à la communication radio, on peut obtenir des débits qui sont 1000 à 10 000 fois plus importants au niveau des données. Nous avons mené avec le CNES une expérience qui s'appelle Domino, qui permet des communications par laser depuis des satellites en orbite basse. Alors, nous avons fait plusieurs expériences, notamment avec le satellite japonais Socrates, avec un module embarqué à bord de la Station spatiale internationale. Donc, on a pu démontrer des communications par laser à des débits une dizaine, voire une centaine de mégabits par seconde. Ok, donc là on parle d'expérience en orbite basse, donc quelques centaines de kilomètres. Est-ce qu'on pourrait imaginer ou est-ce que des tests ont déjà eu lieu sur des très très longues distances? Récemment, en fin d'année 2020, on a démontré un lien laser avec la sonde Hayabusa 2 à une distance de 6 millions de kilomètres. Donc ce n'était pas à proprement parler une expérience de télécommunication optique. On a juste envoyé
un faisceau laser et la sonde l'a reçu, puis elle nous a envoyé un faisceau laser qu'on a reçu. Donc, théoriquement, on pourrait établir une liaison de télécommunication, mais pour le cas, l'expérience n'était pas prévue. Alors, quels sont maintenant les avantages et les inconvénients de cette technologie de télécommunication par laser? L'avantage principal du laser, c'est l'augmentation du débit. Aujourd'hui, avec un laser, on peut augmenter le débit par rapport aux radiofréquences d'un facteur 1000 à 10 000. À titre d'exemple, si on veut faire une cartographie à la Google Maps de la surface de Mars, avec les technologies RF, il faut environ 9 mois pour télécharger les données. Avec la technologie laser, on peut réduire ce temps à 9 semaines seulement. Les inconvénients, c'est que malheureusement, le laser est très sensible à l'atmosphère. Ça peut atténuer le faisceau laser et le faire disparaître parfois complètement, et du coup, on va perdre des données. Et la multiplication de stations au sol pour créer un réseau assez dense, ça permettrait de justement limiter les problèmes liés à l'atmosphère en multipliant le nombre de canaux disponibles pour redescendre les données vers la Terre. Alors, liaison optique ou radio, comme à chaque fois dans le spatial, c'est une affaire de compromis entre les objectifs, les besoins de la mission. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un haut débit, par exemple, et puis le coût de la mission? Oui, allô? Posez votre question, on vous écoute. Il y a quand même un truc que j'ai pas compris, moi. Comment, je sais pas moi, une photo peut-elle voyager via des ondes radio? Imaginons une photo de Pluton, une donnée numérique avec des 0 et des 1. Première étape, la carte électronique du satellite à bord transforme les pixels de la photo en un signal électrique. Ensuite, pour que l'onde, qui est naturellement régulière, embarque ce signal électrique, on la module, on la modifie. En modulant sa fréquence ou son amplitude par endroit, on la code. Ce code est ensuite décodé, décrypté au niveau des récepteurs, qui retransforment ce code en un signal électrique, puis en données numériques, et donc en pixels sur un écran, ce qui donne la photo. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, quand vous envoyez une image à un ami par texto. Bon, vous l'aurez compris, les communications à des milliards de kilomètres de distance, ça existe déjà. En revanche, communiquer en direct sans aucun délai, c'est impossible, puisqu'on utilise comme messager des ondes qui vont au maximum à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Pour Pluton, par exemple, qui est à environ 5 milliards de kilomètres de la Terre, il faut donc compter plus de 4h30 de temps de trajet. Bon je vais rendre l'antenne moi, mais restons connectés. Si cet épisode vous a plu, likez la vidéo, et si c'est toujours pas fait, abonnez-vous surtout à notre chaîne. Allez, à bientôt les impatients!